Bonjour, j'ai invité Philippe Labro pour son livre édité chez Gallimard, 7500 signes. Bonjour Philippe Labro, Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, réalisateur, plein de choses à la fois. Et là, vous nous livrez, non pas un roman cette fois, mais un livre qui est un recueil de chroniques qui s'appelle 7500 signes. Alors c'est un livre composé de chroniques principalement écrites dans le Figaro sur 3 années, 2008-2010, qui s'achève par une fiction et qui montre bien au fond ce que vous êtes, ce que vous vouliez être, ce que vous êtes, c'est-à-dire la jonction harmonieuse entre le journalisme, le roman. Il y a eu aussi, entre-temps, le cinéma. Là, nous avons le journalisme et la fiction. Et ce livre est d'ailleurs dédié à Tom Wolfe. Je me suis dit, d'ailleurs, d'habitude, les dédicaces des livres, c'est à mon épouse, à ma femme, à mes enfants, etc. Ou Tom Wolfe. Mais expliquez-nous pourquoi Tom Wolfe. Tom, c'est d'abord son ami, et après tout, pourquoi ne pas dédier un livre à un ami, mais surtout, n'oublions jamais que c'est un homme qui a justement fait le passage éblouissant du journalisme à la littérature. Avant d'être le grand romancier du Bûcher des Vanités et autres volumes, Tom a été dans les débuts des fin 50, début 60, un des inventeurs de ce qu'on appelle le nouveau journalisme, où il se libérait totalement, il allait sur le terrain, c'est un grand investigateur, un grand enquêteur, mais son écriture était très subjective et sortait des normes journalistiques, avec Norman Mailer, aidé d'ailleurs par le génie de Truman Capote, qui, à peu près à la même époque, sort de Sang-froid. Donc, transformation qui démontre, ce que j'essaie de faire avec ce livre, qu'il n'y a pratiquement pas de fossé entre le journalisme bien écrit, entre guillemets, et le roman. Ça, c'est quelque chose de difficile à admettre en France, où Oui. on aime bien ranger les gens dans des cases, Oh là là, oui. Surtout qu'ils n'en sortent pas. Et donc, vous montrez qu'au contraire, aux États-Unis, il y a ce lien se fait plus... Bon, en France aussi, je veux dire, ailleurs aussi. Mais néanmoins, les choses sont plus dans la culture américaine, journalistique américaine elle-même, d'ailleurs. Oui, Jean-Marie, mais en même temps, en France, on a eu l'exemple de Joseph Kessel, Roger Vaillant, Georges Simenon, et bien avant, Zola, qui... grands écrivains, mais qui aussi allaient à la rencontre du réel et le rapportaient, pour ensuite, effectivement, aller dans l'imaginaire. Et alors, il y a dans votre avant-propos une petite leçon aussi, qui commence par... C'est pour ça que j'ai gardé. Oui, qui commence par ne jamais faire emmerdant. Oui, mais c'est une phrase que Tom m'a racontée un jour. Au début, à ses débuts, son rédacteur en chef lui dit, écoute, vas-y, parce qu'il aimait beaucoup balancer, il faisait des fleuves de longues phrases et tout, avec des onomatopées. Et il disait, arrête-toi quand ça devient emmerdant. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr, soit d'être emmerdant. Donc il vaut mieux qu'il y ait un rédacteur en chef pour vous le dire. En tout cas, je garantis que ce livre n'est jamais emmerdant. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'Amérique, évidemment, qui est un de vos sujets favoris. Et donc, on va s'y arrêter un instant sur l'Amérique. Ouais. D'abord parce que vous-même, il y a pas mal de textes sur les États-Unis. Il y a, commençons par le commencement, quelque chose qui est très élogieux pour Obama, qui traduit d'ailleurs l'émotion, l'enthousiasme, l'espoir du moment. Et puis, un petit peu plus loin, vous nous montrez quelques-unes de vos notes prises comme ça sur vos petits carnets, où vous dites tout d'un coup, tiens, attention à l'Obamania, les choses... Bon. Et là, le retournement est là. Alors, terrible. Ah ouais. Donc on va commenter un petit peu ces élections avec votre regard, avec ces élections des mid-terms. On va peut-être commencer par écouter un passage significatif de ce qu'a dit Obama après ces élections, que je trouve très significatif aussi de la culture politique américaine. Je veux dire, il ne se cache pas pour assumer son échec. On va... Écoutez Barack Obama. Ces 2 dernières années, nous avons fait des progrès, mais à l'évidence, trop d'Américains n'en ont pas ressenti les effets pour l'instant, et c'est ce qu'ils nous ont dit hier. En tant que président, j'en prends l'entière responsabilité. Ce qu'hier nous a aussi appris, c'est qu'aucun parti ne pourra décider à lui seul où nous devons aller. Nous devons trouver un terrain d'entente pour affronter des défis exceptionnels. J'ai hâte de m'asseoir avec les leaders des 2 partis pour voir comment nous pouvons aller de l'avant ensemble. Commentaire. Vous avez vu une des raisons pour lesquelles
Obama essuie une défaite, c'est que cet homme qui a fait une campagne électorale il y a 2 ans extraordinaire, a été à la seconde où il est rentré à la Maison-Blanche figé dans un comportement à cause du prompteur. Vous avez remarqué ? Oui. Un coup à droite, un coup à gauche, oui. Un coup à droite. Il lit son texte et ça manque de chaleur. Alors d'autres présidents se servaient du prompteur, tout le monde s'en sert. Mais Clinton, par exemple, se servait merveilleusement bien. Il y mettait autre chose, une humanité où il s'arrêtait. Donc il y a eu un problème de communication, mais c'est évidemment la raison. C'est pas la raison pour laquelle les démocrates ont été battus. La raison pour laquelle ils ont été battus, c'est qu'au fond, les Américains avaient voté pour le changement arrive, et soit ils le trouvent différent de ce qu'ils attendaient, soit pas assez fort, donc ils sont mécontents. Ils étaient mécontents de Bush, ils votent pour Obama, ils sont mécontents d'Obama. Et il y a une vague d'insatisfaction en Amérique, très violente, et qui fait qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils ont déjà oublié ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ils ne veulent même pas comprendre qu'Obama a essayé avec ses hommes de faire en sorte que ça ne soit pas une dépression, mais simplement une récession. Car ils étaient au bord du gouffre, comme vous le savez bien. Absolument. Mais dans cet extrait qu'on a vu, il y a aussi ces caractéristiques de la vie publique américaine. Oui. Je veux dire, il assume. Il dit, voilà, c'est ma défaite, c'est ma responsabilité. Mais il y a aussi aussitôt un appel à collaborer, travailler avec les républicains. La question, c'est qu'on vous n'avez pas le temps de le montrer, c'est que répondent le nouveau leader du Congrès et le leader de l'opposition républicaine au Sénat. Ils disent très bien, on va essayer, mais de toute façon, nous serons aux côtés de ce gouvernement s'il se comporte comme le peuple le veut, mais nous les confronterons s'il ne le fait pas. Ouais, c'est un programme assez vaste. Hein. Oui, et certains même, hommes politiques républicains, disent notre seul objectif, c'est qu'il ne soit pas réélu en 2012. Ça veut dire qu'on peut avoir pendant 2 ans une immobilisation de l'activité politique en Amérique qui peut être très très dangereuse pour l'Amérique et même accessoirement pour le reste du monde. Pour le reste du monde, absolument. Évidemment. Alors il faut peut-être rappeler que d'autres présidents ont subi ce que vient de subir Barack Obama, à commencer par Ronald Reagan, mais aussi Bill Clinton et George Bush. Bill Clinton, lui aussi démocrate, mais Bill Clinton avait dû affronter Chambre des démocrates et Chambre des représentants et Sénat hostiles, et il avait laissé tomber son programme. Obama veut quand même garder, au fond, l'essentiel de son programme. On va voir, ça va être très intéressant. Il va sans doute nous démontrer enfin qui il est. Quelle est sa vraie nature? Est-il un centriste? Est-il capable de balance? Ça, c'est le grand terme, vous le savez, le fameux terme check and balance, hein, vérifier et équilibrer. Est-il capable d'équilibrer? En face, il y a quand même des hommes politiques raisonnables et intelligents, mais il y a aussi des extrémistes qui sont arrivés, qui arrivent à Washington. On le parcourt aussi à travers ces chroniques. Vous connaissez pas de l'Amérique que Washington. Vous connaissez l'Amérique, y compris l'Amérique profonde. Comment expliquez-vous à la fois il y a une part quand même de haine vis-à-vis d'Obama. Donc est-ce que c'est tout simplement un réflexe racial qui ressurgit? En partie. Et comment expliquez-vous en même temps ce phénomène avec lequel on va vivre pour quelques solides années, me semble-t-il, qui est le phénomène dit des Tea Parties, qui est un phénomène, j'allais dire, populo-populiste, mais plus radical peut-être que ce que nous connaissons en Europe. Très radical. Et sans véritable projet politique, Jean-Marie, sans véritable programme. C'est le rejet d'Obama en tant qu'homme, mais aussi ce qu'il a essayé de faire avec cette fameuse loi sur le système de santé américain, qui avait besoin d'être réformée. Alors sa réforme peut être imparfaite, incomplète, mais enfin elle existe. Mais elle a été refusée par une communauté, il faut bien voir, le Tea Party, c'est une communauté blanche, totalement blanche, et de la Bible Belt, la ceinture, la Bible, c'est-à-dire beaucoup le sud et le sud-ouest, c'est une réaction. Et sans doute, pas seulement à cause d'Obama, mais parce qu'il y a une peur extraordinaire face à la Chine, face aux délocalisations, face au manque de jobs. Le problème numéro 1, c'est l'emploi. Ils sont à peu près maintenant à 10% de chômage, ce qui est inattendu aux États-Unis. Et donc le Tea Party ne fait que, comment dirais-je, ramasser, résumer, synthétiser le mécontentement. Ce sont des mécontents. Et alors on fait appel au drapeau, à l'héritage américain, à la Constitution, en essayant de faire passer des messages aberrants selon quoi
Obama n'est même pas né aux États-Unis, que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est anticonstitutionnel, anti-américain, alors qu'il a essayé à sa manière de faire une réforme un peu rooseveltienne. Hein. Donc, bien sûr, il n'y arrive pas. Bien sûr, ils ont commis de graves erreurs à la Maison-Blanche. Enfin, cela dit, il est surtout handicapé par le calendrier aussi, parce qu'on fait souvent référence à Roosevelt, en effet, mais Roosevelt, quand il arrive au pouvoir, il s'est passé 3 ans entre le début de la crise et le moment où il arrive au pouvoir, et donc les dégâts sont là, les dégâts de la crise sont là, palpables, alors que quand Obama arrive au pouvoir, je veux dire, notamment l'explosion du chômage est naissante, donc on la lui impute, alors qu'on devrait normalement l'imputer à la crise, oui, mais enfin, ainsi de suite. D'accord, Colombani, il est aux commandes, il est président depuis 2 ans, il ne peut pas toujours dire, c'est les autres. J'ai hérité d'un problème qui que. Alors, il y a autre chose aussi qu'on ne souligne jamais assez, c'est qu'au fond, le système politique américain fait qu'ils sont tout le temps en campagne électorale. Tout le temps. Absolument. Alors, ils sont d'abord en campagne pour être président. À peine élu, il faut qu'ils pensent aux élections mi-mandat, qui sont que 2 ans plus tard. Donc, en réalité, à mon avis, un président, quel qu'il soit, il a 2 ans pour faire passer ses réformes et ses décisions. Parce qu'ensuite, le mi-mandat, ça ouvre évidemment sur la présidentielle de 2012. Il ne parle déjà que de ça. On commence à penser à même Sarah Palin. Il y a des noms qui apparaissent inconnus pour nous. Mais en Amérique, c'est pas grave. Ils ont démontré qu'en 6 mois, un gouverneur inconnu, l'Arkansas, Bill Clinton, peut devenir une super vedette. Et donc, désormais, c'est ça qui va compter. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux a dit ouvertement et crûment, notre seul objectif est de faire en sorte qu'il ne soit président que d'un mandat, un point à la ligne. Oui, absolument. Donc on va vers quoi? Ce qu'ils appellent peut-être le gridlock, c'est-à-dire le verrou. Tout va être bloqué. Tout pourrait être bloqué. Tout pourrait être bloqué dans un... Tout pourrait être bloqué, parce qu'attention, c'est pas la peine de prédire quoi que ce soit, parce absolument. qu'il y a 2 ans pouvait nous prédire qu'il allait prendre une telle claque. Oui, d'une part. Et qui aurait pu prédire qu'il aurait été élu? Alors en même encore temps, moins. Encore moins. Parce que ça restera quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est quand même l'élément le plus positif qui explique pourquoi, effectivement, ma première chronique sur Obama était tout aussi élogieuse et enthousiaste. C'est qu'ayant eu, très jeune, étudiant étranger en Virginie, était le témoin de ce qu'était la ségrégation, moi, personnellement, Jean-Marie Colombani, j'ai été bouleversé parce que je ne pouvais pas imaginer que 40, 50 ans plus tard, un noir, un métis entre à la Maison-Blanche. Ça restera quoi qu'il arrive. Mais enfin, ça ne suffit pas. Ça y est, c'est dans l'histoire américaine. Tout à fait. Maintenant, ils sont là, ils sont face à des problèmes très compliqués, vastes. Il s'en va faire un voyage en Asie. Il est président des États-Unis, le pays, entre guillemets, le plus puissant du monde, même s'il ne l'est plus véritablement le plus puissant. Donc, il a une politique étrangère assumée. Il y a le traité avec la Russie sur les armes nucléaires, ce fameux START. Est-ce que le Sénat va le laisser passer? Il y a pas mal d'interrogations. Donc, ça va être assez passionnant. Et en termes d'opinion, d'ailleurs, quand on regarde les sondages sortis des urnes, ils sont intéressants parce que le Parti républicain qui vient de gagner la Chambre des représentants n'a pas une si bonne image. Et Obama a une meilleure image. Et un meilleur souhait, en tout cas, autour d'Obama, encore aujourd'hui, plutôt que du côté républicain. S'il est un politicien habile, roué, malin, sachant will and deal, comme on dit, négocier, compromettre, compromis, on accepte, on refuse. De temps en temps, on montre sa main de fer. Il est tout à fait rééligible. Mais là encore, moi, je ne peux rien prédire. Oui. Et dans l'ordre des comparaisons, il y a aussi évidemment Bill Clinton qui avait dû batailler et qui avait passé beaucoup de compromis, mais néanmoins qui avait été combattu d'une façon absolument hallucinante par les républicains, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes républicains font l'éloge de Bill Clinton et opposent la figure de Bill Clinton à celle de Barack Obama. Mais petit retour en arrière, qui est peut-être en train aussi de ressurgir avec les Tea Party, il y avait quand même une formidable vague de puritanisme en même temps, qui était anti-Clinton, anti-68, anti tout ce qu'on voudra. Ça reste un grand ressort américain. Oui, bien sûr. Le Tea Party, vous avez eu des candidates en particulier, parce que c'est un événement nouveau aussi, c'est le nombre de femmes qui se sont portées à candidature, et dont certaines d'entre elles n'avaient strictement aucune culture politique, à peine du vocabulaire, simplement. Elles rassemblaient, elles symbolisaient les mamans américaines. Mais l'une d'entre elles disait,
qu'il fallait faire une loi contre la masturbation. Oui, absolument. Oui, bah oui. C'est la plus célèbre d'entre elles, c'est Oui, Christine écoutez, O'Donnell. Il y a de quoi être célèbre pour une énormité pareille. Absolument. Alors, c'est quand même sur la scène politique américaine. Oui, mais ne les ridiculisons pas, hein. N'exagérons pas non plus. Les débats sont importants. Effectivement, l'économie, c'est ça qui prime absolument. J'ai remarqué aussi, tout le monde l'a remarqué, pas un mot sur l'Afghanistan. Il y a quand même une guerre en Afghanistan et qui coûte des milliards. Pas un mot. Il coûte des milliards, il y a des soldats qui meurent, il y a des gens qui meurent. Les Américains qui meurent. La différence entre Bush et Obama, c'est qu'Obama, quand les cercueils arrivent, il est là pour les saluer et il laisse photographier les cérémonies, alors que, rappelez-vous, l'administration Bush... On cachait les cercueils des soldats qui étaient... C'est pas une mauvaise administration, comme on dit, hein, puisque c'est le terme. Administration, c'est le terme pour gouvernement, en fait. Oui. Ça n'est pas un mauvais gouvernement, c'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, ils sont face à un peuple, à une nation très divisée, parce que les Tea Party, c'est une partie de l'Amérique, c'est absolument pas l'Amérique moderne. Regardez ce qui se passe en Californie, c'est très intéressant la Californie. La Californie a voté contre le reste des Tea Party, parce que Jerry Brown, qui est à nouveau élu gouverneur pour la 3e fois de sa vie, son existence, c'est un écologiste, c'est un moderne, c'est un garçon qui est prêt à faire beaucoup de concessions, justement, et aller à l'inverse, au contraire de ce puritanisme dont vous parlez. Donc c'est des contradictions, c'est United States, les États unis. Oui. Alors ils sont unis quand ils sont attaqués, quand il y a une immense crise, ou au contraire quand il y a un mouvement d'enthousiasme. Mais le reste du temps, il y a une grande division. Hein. Et il y a un mouvement que l'on retrouve aussi en Europe qui consiste à dire, dès lors qu'on est riche, d'ailleurs, ou appartenant à une région riche, on ne veut plus payer pour les régions pauvres, et ainsi de suite. Et ce phénomène-là est aussi très présent aux États-Unis, où on dénonce Washington en disant mais ils utilisent mal notre argent, etc. C'est vraiment très très particulier, mais pas si... pas si original que cela, parce qu'on voit ça dans la Ligue du Nord en Italie, on voit ça en Belgique du côté du parti flamand, et puis on voit s'installer aussi en Europe un petit peu ce courant. La dernière question sur l'Amérique que je voulais vous poser, c'est qu'il y a une grande porosité toujours entre les vies publiques, et vous disiez ne les ridiculisons pas. En effet, parce que souvent on importe, et il y a un petit temps de latence entre le moment où un mouvement d'idées se déploie aux États-Unis, où il s'installe ensuite en Europe. Je ne suis pas certain qu'il puisse y avoir un Tea Party en France. C'est pas la même chose. Parce que Tea Party, il revient en permanence à la Constitution, au père fondateur, au fait que, en gros, pas de gouvernement, attention à l'État avec un E majuscule, on n'a pas besoin d'un État fort, au contraire, libération du marché. C'est pas du tout la même chose en France. Hein. Ne comparons pas. Le réflexe en France, c'est plutôt de demander à l'État de faire quelque chose. Demander tout à l'État. Ou de demander tout à l'État. Alors, au fil de cette promenade où il y a donc pas mal d'Amérique, on vient d'en parler, il y a aussi tous vos thèmes favoris, écrivains, femmes, y compris aussi quelques-unes de vos petites notes sur vos carnets, et puis quelques inédits aussi, des chroniques. Oui, j'ai voulu insérer un texte qui était un hommage à mon ami Jacques Lanzmann lorsqu'il a disparu, qui est paru d'ailleurs dans le Temps moderne. Son frère Claude avait décidé de publier dans le Temps moderne. Un texte tout à fait inédit sur mon père, comme ça que je voulais mettre, pour justement montrer que l'écriture va dans tous les sens. Et quelques textes où, alors là, au contraire, je suis sorti du carcan des 7500 signes et j'ai déliré à la Tom Wolfe, en particulier sur les années 60, sur les 60s. Oui, absolument. Et enfin, cette petite fiction, une nouvelle, Et avant d'en venir à la nouvelle, dans votre galerie qui sont toutes vos curiosités, au fond, il y a un article intéressant et étonnant sur Johnny Hallyday. Alors, ce qui ramène à une petite partie de votre vie aussi, parce que vous avez été un des paroliers de Johnny, donc vous le connaissez mieux que tout un chacun. Mais en tout cas, vous donnez un éclairage très original sur la figure de Johnny Hallyday. Beaucoup, parce que c'est un personnage très intéressant, plus compliqué qu'on croit, plus complexe. Qui a un instinct, une intelligence du public extraordinaire. Oui, vous lui donnez une profondeur qu'on ne lui attribue pas nécessairement. On a tort. Un grand artiste aussi populaire qui a duré aussi longtemps a forcément une sorte de profondeur. Bien sûr. Bien sûr. Et vous-même, vous aviez évidemment écrit pour lui. J'ai essayé de lui faire quelques textes dans les années 70. On en a fait d'autres depuis. Et je continue d'avoir une très grande amitié pour ce garçon, dont la capacité de survie est quand même prodigieuse. Absolument. Et surtout, oublions jamais l'artiste, sur scène.
il a évolué, il a mûri. La petite voix un peu fluette qui chantait l'idole des jeunes et qui aujourd'hui nous lance du Piaf, du Brel ou du Bécaud. Il peut chanter ce qu'il veut à l'idée aujourd'hui, avec la maturité de sa voix, c'est toujours remarquable. C'est un très bon chanteur. Oui, tout à fait. Bon, vous aimez aussi beaucoup la musique, donc on retrouve beaucoup de chroniques sur des concerts ou sur des événements lyriques ou musicaux intéressants, mais le régal de ces chroniques, c'est une chronique que vous consacrez à ce que vous appelez l'armée des tousseurs. Ah oui, alors d'ailleurs... Et quand on vous lit, on se dit, mais bon sang, c'est vrai, quand on est au spectacle, il y a toujours un moment où il y a des vagues qui sont d'ailleurs presque coordonnées. Oui, c'est pour ça que j'ai imaginé que c'était une armée invisible, mais qui avait ses repères, qui avait sa stratégie, son entrisme. On ne les voit pas rentrer dans la salle, ils n'ont pas d'uniforme ni rien, mais ils sont disposés aux quatre coins de la salle, et c'est les rafales. Ils balancent leurs glavios, leurs tout, leurs éructations, c'est une horreur. Alors je me suis amusé à trouver tous les termes pour définir ça, au point qu'un soir, c'est ça qui m'avait obligé à faire ce papier, parce que ça fait très longtemps que ça m'exaspérait, j'ai complètement oublié la musique. C'était Poligny qui jouait du Bach, c'était génial. Sauf que, comme pratiquement tout, je me suis mis à compter les intervalles pendant lesquels il n'y avait pas de tout. Donc, je n'étais plus dans la musique. Et j'en ai tiré ce papier qui m'a valu, tenez-vous bien, beaucoup plus de réactions que des portraits plus sérieux sur des hommes politiques, des écrivains, ce que vous voulez, des événements graves. Là, d'un seul coup, tout le monde dit « Oui, bravo, vous avez raison ». Mais c'est vrai que c'est une particularité insupportable en France. En France, oui. En France, le public ailleurs est souvent plus respectueux. Absolument. Beaucoup de choses consacrées aux femmes. Oui. Alors, vous en distinguez quelques-unes. Oui. Alors, il y a aussi des très sérieux. Mais le texte le plus émouvant est sans doute celui que vous consacrez aux infirmières. Bon, là aussi, c'est relié à une part de votre histoire personnelle, dont vous aviez tiré d'ailleurs un livre. Oui, La Traversée. Lorsque vous aviez été en quinzaine de jours en réanimation, etc. Et à travers ce texte, vous réhabilitez l'héroïsme vrai, finalement, c'est-à-dire l'héroïsme au quotidien. J'ai effectivement, je vous remercie beaucoup de signaler. Pour moi, c'est le texte, un des textes dont je suis le plus fier, n'est pas le terme, auquel j'accorde le plus d'importance. Car c'était à partir d'un fait divers, vous vous souvenez, il y a 2 ans, ça arrive malheureusement de temps en temps, une erreur épouvantable d'une infirmière qui a valu la mort de, je crois que c'était un enfant. Et alors évidemment, haro sur l'infirmière, terrible. Et je me suis mis dans la peau de cette femme, et puis j'ai dit, écoutez, attendez un peu, je vais vous expliquer ce que c'est que les infirmières. Moi, elles m'ont sauvé la vie, avec les médecins, bien sûr, les aides-soignantes, avec tout le corps médical, mais ce sont les héroïnes du quotidien. Elles sont mal payées, c'est une vocation, hein, c'est pas un métier. Elles viennent parce qu'elles ont eu, à un moment donné de leur jeunesse, une envie, un désir d'aider et de sauver des vies, et de contribuer à faire en sorte que ça aille mieux. Et je me suis souvenu de l'une d'entre elles qui, lorsque j'étais au plus mal, en pleine réanimation à Cochin, entre 2 comas artificiels, et qui essayait de me soulager ma gorge, parce que j'étais une machine qui respirait à ma place, c'était assez insupportable, et qui, voyant que je résistais, parce qu'on résiste toujours, et que j'avais peur et que je souffrais, m'a dit avec une délicatesse inouïe, « J'essaie d'atteindre votre palais. » Et j'ai trouvé ça bouleversant, d'intelligence, de choix des mots, de douceur, qui m'a d'ailleurs détendu, et elle a pu atteindre mon palais. Et c'était ça, mon papier. Et alors là aussi, effectivement, j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai même, ça me fait très plaisir, un professeur à Strasbourg qui a fait imprimer le papier et l'a affiché sur tous les murs de l'hôpital. Oui, absolument. Et bon, à côté de ça, évidemment, il y a des sujets plus politiques. Il y a évidemment quelques portraits, oui, tout à fait, oui. Et je vais toujours essayer de chercher ceux qui ne sont pas forcément en bonne situation. C'est pour ça que j'ai fait un portrait de François Bayrou quand il avait essuyé cette défaite il y a un an et demi. François Hollande au moment où il quitte le PS. Ségolène Royal entre deux shows au Zénith. Mais je n'ai pas été chercher les gens qui sont au pouvoir parce que d'abord, un journal est plein de cela. Et moi, mon regard, c'est plutôt, mes choix très subjectifs d'ailleurs. La chance que j'ai, c'est que je parle de ce que je veux. Oui, puis en même temps, ces personnes que vous citez, quand les gens sont ou sur le bord de la route, ou maltraités, ou bref, pour différentes raisons, c'est là qu'ils sont intéressants parce qu'ils se livrent davantage finalement.
Bien sûr. Mais c'est une règle absolue, je veux dire. Oui, c'est une règle universelle. Universelle. Moi, je me souviens de Jacques Chirac quand il était à l'Hôtel de Ville après sa défaite de 88. Ouais. C'était là qu'il était le plus bavard et le plus intéressant d'ailleurs. Mais ensuite, dès qu'il retrouve du pouvoir, les mêmes redeviennent insupportables. Oui. Je crois que vous l'avez. Vous pouvez en témoigner tout autant. Oui. Ce livre est aussi un livre d'histoire au fil du temps. Donc ça nous permet au fond de revivre très très vite et de recapter l'ère du temps. Donc vous avez pas mal de chroniques comme ça que vous appelez l'ère du temps et dont vous choisissez à chaque fois un événement que vous considérez comme significatif sur le moment d'ailleurs. Il faut donc un peu de flair. Il m'est arrivé d'avoir la prétention de le faire partir des saisons. Quand il y a un changement de saison, après tout nos vies dépendent essentiellement de cela aussi. Oui. Tout d'un coup, je me dis, je vais faire... C'est le devoir de classe, hein. C'est la rédaction. Alors, on dit, une composition, on appelait ça une composition de français, vous vous souvenez? Donc, le printemps, ça signifie quoi? À ce moment-là, je vais chercher des exemples au Japon, les cerisiers, dans le Colorado, où l'ours sort enfin de sa tanière. Donc, c'est presque bucolique, écologique. Absolument. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le journalisme courant, mais c'est ça, le privilège de quelqu'un qui a à sa disposition cette page entière qu'on me donne chaque semaine dans le Figaro, c'est parler, il n'y a pas d'autre terme, vous avez raison, Jean-Marie Colombani, et c'est Lazareff qui l'avait inventé, ou en tout cas qui l'avait mis en exergue, de l'ère du temps. Absolument. De quoi est fait notre temps? De choses tout à fait éphémères, tout à fait précaires, et en même temps, il y a des tendances fortes qui ne bougent pas. Effectivement, quand la lumière baisse en novembre, un sentiment différent s'empare des gens, parfois malaise, parfois morosité. C'est terrible le mois de novembre. C'est terrible pour les présidents des États-Unis. C'est terrible pour tout le monde. Et ça aussi, j'essaie de le sortir du journalisme pur, et donc on n'est pas loin de l'écriture littéraire. Voilà. Et vous terminez d'ailleurs par une fiction. D'ordinaire d'ailleurs, vous livrez un roman, une fiction. Là, c'est plus réduit. Alors oui, c'est une nouvelle que j'avais écrite pour Elle, il y a une bonne dizaine d'années, qui s'appelle Le garçon de bain, et qui est en fait un récit sur la jalousie féminine, qui peut se terminer par des choses terribles, et vu par un garçon de bain qui travaille dans un grand hôtel en été au bord d'un grand lac. Et il se trouve que certains de mes amis, qui ne sont pas forcément mes amis, qui me critiquent souvent, ou qui m'aiment à moitié, me disent « c'est ton meilleur texte ». Oui, donc alors, je sais pas si c'est un compliment. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Non, mais j'ai surtout voulu sortir. Cela dit, c'est en même temps, je veux dire, ça a une nécessité dans ce livre, parce que c'est retour à l'introduction, ça explique exactement, encore une fois, ce que vous voulez faire, le lien entre l'écriture journalistique, l'écriture littéraire, la littérature. 3 règles. Ne jamais être emmerdant. Un bon début et une bonne fin. Il y a toujours ça dans un papier. Et, si possible, informer quand même. Apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, absolument. Aux autres, c'est la base. On apprend soi et ensuite on transmet. On transmet. C'est la base. Absolument, c'est la base. Et puis il y a aussi cet appétit que vous avez en permanence. Voilà, quand on vous donne 7500 signes, voilà, en soi il y a déjà une. Mais c'est bien, parce qu'on dit et tu remets le papier vendredi 17h, pas 17h30. Et moi, j'étais formé comme ça. Éloge du journalisme. Merci Philippe Labro. Donc ce livre 7500 signes, édité chez Gallimard. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Philippe Labro, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsena.fr.